Bienvenue au Liberté Living Lab. Et s'il y en a qui sont là pour la première fois? Et s'il y en a qui ne connaissent pas du tout le Liberté Living Lab? Parfait. Du coup, je vais faire une petite intro rapide. Donc, je suis Hélène Alain, je suis la directrice des programmes. Et je suis ravie de vous accueillir donc, au Liberté Living Lab, qui est un acteur de l'innovation à impact social et environnemental, ou un acteur de l'innovation tech d'intérêt général. Et pour le dire brièvement, on est on est un double espace. On est à la fois un lieu de 2000 m² où on a un collectif de start-up, d'acteurs publics, d'associations, de coopératives, de chercheurs, de designers qui travaillent tous sur des problématiques d'intérêt général. Et aussi, on est un espace où on accompagne les organisations publiques et privées à développer des approches, des cultures, des méthodologies pour répondre aux grandes mutations sectorielles, économiques, sociétales et environnementales. La manière dont on accompagne ces acteurs, ça peut être de l'accélération de projets, de l'accélération d'équipes, et c'est aussi en lançant des programmes sur lesquels on a un certain nombre de convictions, qu'on veut développer en propre avant de pouvoir en proposer des approches, des méthodologies, des outils aux organisations publiques et privées. Et c'est tout l'enjeu du programme Shift Lab qu'on a lancé l'année dernière, début 2020, qui a été concrétisé par un événement en octobre 2020, qui est en réalité un programme de recherche-action. Donc c'est un programme qui accompagne à la fois les entreprises, mais aussi les acteurs publics, sur la recherche de performance économique en mettant au cœur de leur programme la recherche d'impact social et environnemental. Et on a déployé des événements pour se rencontrer, des thématiques sur lesquelles on travaille, notamment l'agriculture, la santé, la ville durable, et tout un tas de méthodologies et d'outils pour accompagner les entreprises et les acteurs publics. Les fondamentaux du programme, si j'y reviens en quelques mots, c'est d'abord des fondements scientifiques et terrain, puisque depuis l'année dernière, on travaille à une enquête, alors qu'on a commencé l'année dernière, on a fait un premier volet avec le Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique, où on s'est penché sur des modèles un peu pionniers à impact. Donc on est allé regarder à la fois du côté des sociétés impact native comme Veja, comme Fairphone, mais aussi des acteurs comme Seb ou comme Danone qui travaillent de plus en plus à aligner leurs objectifs économiques avec la recherche d'impact environnemental ou social. Et ça nous a permis de tirer un certain nombre de constats transversaux que Alix vous dévoilera un peu en takeaway à la fin de cette heure de rencontre. On a une étude complète qui a été réalisée à cet effet. On en a une synthèse qu'on se fera un plaisir de vous envoyer si vous ne l'avez pas déjà consultée dans les prochains jours par mail. Et cette année, on reconduit cette enquête avec une thématique qui est celle du design comme levier de transformation, comme levier stratégique pour la transformation des entreprises. Et cette fois, on va le faire en coopération avec l'ENSI, notamment qui a une nouvelle directrice qui est très intéressée à ces questions d'impact et comment le design peut proposer des méthodologies et des outils pour aider à réfléchir, notamment en écosystème, sur toutes ces questions-là. Le deuxième pilier de Shift Lab, c'est bien sûr une méthodologie et des outils que je vais vous présenter après, pas tellement pour représenter nos outils, mais parce qu'ils sont assez emblématiques en fait, de la manière dont on approche l'impact au Liberté Living Lab. Et puis le troisième pilier, c'est des expérimentations, parce qu'une fois qu'on a réfléchi à un peu sa raison d'être, une fois qu'on a réfléchi à comment on peut la décliner opérationnellement dans toutes les branches de son entreprise, l'idée c'est de passer quand même assez vite à l'action, assez vite à des expérimentations de modèles qui permettent de voir, notamment en itération aussi avec ces parties prenantes, si les modèles qu'on a décidés sur le papier fonctionnent et s'ils ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on fait en fait pour réajuster
finalement des logiques économiques et écosystèmes qui ne sont pas celles qu'on avait l'habitude de faire et qui demandent parfois un peu de temps à ajuster. Je vous donne un exemple. On avait sur la scène en octobre le directeur du développement durable du groupe SEB. Ils ont mis à peu près 10 ans à trouver le modèle économique de la réparabilité, le modèle économique de l'aluminium recyclé. C'est des choses qui prennent du temps, c'est des choses qu'il faut tester, c'est des choses où il faut aussi probablement faire monter des écosystèmes, et on en parlera tout à l'heure avec Antoine. C'est pour ça que les expérimentations sont pour nous un pilier qui est hyper important quand on cherche à construire de nouveaux modèles. Si on fait un petit focus sur les outils, au Liberté Living Lab, on aborde l'impact sous 3 dimensions. La première, c'est de regarder le modèle économique. Le modèle économique, on utilise cet outil qui est un framework 360 Action Value qui a été développé par l'École Polytechnique et qui aide en fait à cartographier l'ensemble des actifs que vous allez pouvoir regarder, analyser et mobiliser pour construire des nouveaux modèles, produits et services. En fait, on s'attache à décortiquer la proposition de valeur, la création de valeur, comment vous la captez, comment vous la diffusez, comment vous la communiquez. Et cette cartographie vous permet de voir aussi, de rentrer finement dans chacune de ces parties et de regarder peut-être si vous n'avez pas des actifs qui sont un peu dormants dans votre entreprise et qui pourraient être mobilisés pour la création de nouveaux services et produits à impact. Le deuxième outil, c'est un outil d'écosystème. Pourquoi on dit écosystème? Parce qu'on a souvent réfléchi, enfin ça fait longtemps qu'on réfléchit à la création de valeur avec la notion de chaîne de valeur. Et nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut passer de la notion de chaîne de valeur à la notion d'écosystème de valeur, notamment depuis que le numérique est rentré dans l'équation. Et en fait, l'écosystème de valeur, c'est une cartographie de toutes les parties prenantes, là encore, celles que vous connaissez bien et celles que vous allez découvrir, celles que vous connaissez moins bien, et qui vous permettent aussi de poser à plat toutes les parties prenantes avec lesquelles vous allez pouvoir développer des nouvelles formes de coopération, peut-être développer des formes de mutualisation et trouver par là même des nouveaux relais de croissance, mais que vous allez co-créer avec l'écosystème et dont vous allez partager la valeur avec l'écosystème. Donc cette notion d'écosystème de valeur, elle est absolument fondamentale dans notre approche de l'impact, parce que finalement, c'est regarder l'environnement économique et social dans lequel vous êtes et choisir les parties prenantes. Parfois, ce n'est pas forcément évident, il y a des contraintes de participation, on y reviendra aussi dans l'exemple, mais vous allez choisir des parties prenantes avec lesquelles vous allez finalement faire monter un écosystème entier dans le nouveau modèle, service ou produit que vous allez mettre en œuvre. Et puis le dernier outil, pas forcément dans l'approche, parce que vous pouvez prendre finalement votre démarche d'impact dans un sens ou dans un autre, mais c'est un outil déjà de cartographie de tous les impacts que peut avoir votre activité. Pourquoi tous les impacts? C'est que on voit pas mal passer des articles et même des nouveaux produits et services qui s'attachent à résoudre, enfin en tout cas à contribuer à la neutralité carbone ou à travailler sur l'inclusion. Et nous, ce qu'on dit, c'est que quand on doit réfléchir à l'impact général d'une entreprise sur son écosystème, finalement, il faut réfléchir à tous ces impacts-là, l'impact environnemental, social, économique et sociétal. Pour réfléchir, si je dois donner une image, je ne sais pas si vous voyez la donut economy qui a été utilisée par l'économiste Kate Raworth pour notamment appliquer à Amsterdam en sortie de Covid pour développer la ville d'une manière différente. Et la donut economy, en fait, c'est penser une croissance ou penser un développement entre les limites basses qui sont celles des besoins sociaux de vos citoyens, des besoins sociaux de vos consommateurs, utilisateurs, de vos collaborateurs, de vos parties prenantes, et en même temps en restant dans un plafond qui est les limites de la planète. Et finalement, ce qu'on se dit, c'est si vous réfléchissez à l'impact, probablement vous allez prendre des décisions qui vont améliorer votre impact environnemental, mais qui vont peut-être dégrader, en un sens, la proposition que vous faites à d'autres parties prenantes. Et l'idée vraiment de considérer les deux, c'est de faire en sorte de trouver la meilleure manière de développer un impact qui soit au bénéfice de la société, de l'environnement, de toutes vos parties prenantes et de votre modèle économique. Et en fait, je vous ai un peu expliqué ces outils avec, dans un ordre qui est un ordre arbitraire, mais ce sont des outils dynamiques et interconnectés. Pourquoi ils sont interconnectés?
C'est parce que finalement, on va travailler à chaque fois, les actifs, on va les réfléchir en lien avec les parties prenantes. Une fois qu'on a réfléchi à quels pourraient être les actifs à mobiliser dans ce nouveau modèle, on va venir chercher sur quoi on peut agir pour que son impact social ou environnemental soit meilleur. Et en fait, on va réfléchir comme ça en boucle, avec plusieurs itérations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dynamique parce que quand on vise un modèle économique à impact, on a souvent un horizon qui est idéal. Et il va souvent falloir plusieurs itérations pour arriver à ce modèle à impact. Il va sûrement y avoir un modèle à impact 1, 2, 3 avant d'arriver au modèle final, ne serait-ce que parce que les parties prenantes ne sont pas forcément organisées, qu'il va falloir les faire monter en compétences, structurer un réseau, parce que vous allez vous rendre compte que vos premières décisions vont peut-être dégrader un impact et en faire décoller un autre. Donc tout ça, ce sont des itérations. Et on revient sur la notion d'expérimentation que j'expliquais tout à l'heure. On n'est pas en train de dire que c'est facile pour toutes les entreprises de pivoter. On n'est pas en train de dire que ça va se faire en un clin d'œil. On est en train de se dire comment je peux réfléchir à des parcours, à des trajectoires et comment je peux avoir des outils qui me permettent de piloter ça. Et peut-être la dernière chose que je peux dire, c'est on commence à accompagner pas mal d'entreprises et maintenant on se rend compte qu'il y a plusieurs manières finalement d'aborder une démarche d'impact. Vous pouvez vous dire, moi, mon entreprise, j'ai envie d'agir sur ce type d'impact. Donc, vous allez utiliser les outils pour vous dire, je vais d'abord commencer par cartographier les impacts sur lesquels je peux agir et ensuite regarder quels actifs et quelles parties prenantes vous pouvez mobiliser pour arriver à cet objectif d'impact. Ou au contraire, vous pouvez vous dire, voilà, moi j'ai un produit ou un service, comment je peux faire pour que ce produit ou ce service il ait un impact positif, social et environnemental. Et on va travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va d'abord regarder quels sont les actifs qui composent ce produit ou ce service, pour regarder ensuite comment on peut travailler avec les parties prenantes à améliorer son impact positif ou environnemental. Donc finalement, tout ça, ça reste des outils. Ce qui est important, c'est d'avoir peut-être une démarche et de travailler en écosystème avec toutes les parties prenantes. Ça, c'est un petit peu le programme ShiftLab tel qu'on l'a développé en fait, cette dernière année. Comme je vous le disais, en 2021, on va creuser la question du design. Parce que pour nous, la manière d'approcher le design, elle peut être sur l'éco-conception de produits ou du service, mais elle est de manière plus générale sur se fixer un cap de réflexion collective et de copartage de la valeur avec les parties prenantes. C'est quelque chose qui est complexe. On voit qu'on est sur des projets où souvent il faut des innovations de financement, il faut des innovations de modèle économique, il faut des innovations technologiques. Et au final, les projets qui commencent à nous arriver sont des projets qui sont complexes et dans lesquels le design va servir à écouter toutes les parties prenantes, à aligner les parties prenantes dans une feuille de route et à commencer des expérimentations. Donc c'est quelque chose qu'on abordera vraiment plus en détail, que ce soit pour les entreprises, les collectivités ou les acteurs publics, à l'événement de ShiftLab qui aura lieu les 23 et 24 novembre prochains. Sur la question de l'expérimentation, on s'est dit qu'on avait... En fait, l'étude de l'année dernière a porté sur... on a analysé une quinzaine de cas, on a interrogé une trentaine de CEO d'entreprises, d'investisseurs, de chercheurs. On connaît bien ces sujets, on en a pas mal parlé et vous pouvez les trouver en ligne. Et on s'est dit que ce serait plus intéressant de se dire, prenons une initiative qu'on n'a pas, nous, analysée, qui n'est pas partie d'un projet que nous, on aurait accompagné, mais qu'on peut regarder avec cette grille que je vous ai présentée, c'est-à-dire la grille objectif d'impact, business model et écosystème de valeur. C'est pourquoi j'ai eu le plaisir de demander à Antoine Lefeuvre du groupe Suez de venir nous parler de l'expérimentation Circular Chain. Donc je vais vous proposer de me rejoindre sur la scène. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer le projet et ensuite vous pourrez poser les questions à Antoine sur le projet ou à moi sur ShiftLab. Mais l'idée, c'est vraiment de rentrer un petit peu dans le vif du sujet parce que ce que je vous ai expliqué était probablement un peu théorique. Et là, on va voir une application concrète de cette approche. Donc, bonjour Antoine, merci d'être là. Donc, vous êtes CEO Digital Solution for... Déjà, je vais peut-être vous donner un micro. Chahine, merci. Et je ne sais pas pourquoi... Oui.
Ma ligne est coupée et je crois que le titre est assez long, donc je ne l'ai pas mémorisé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Non, je suis en charge des solutions digitales chez Suez pour nos clients particuliers industriels. Donc tout l'enjeu est de mettre en fait le digital au service de la transition écologique. Merci. Le projet Circular Chain nous a paru intéressant. Parce que on va y revenir, c'est une blockchain d'économie circulaire qui est au service de la transition agricole. Ce qui nous a paru intéressant, c'est qu'on a un objectif d'intérêt général, qui est la transition agricole, et qui est quand même au cœur d'un certain nombre de mutations, qu'elles soient économiques, climatiques ou même sociétales. Il y a un service performant que vous avez expérimenté et que vous allez probablement passer à l'échelle. Il y a une technologie qui est la blockchain. Et il y a surtout la co-création d'un modèle avec tout un écosystème qu'il a fallu organiser, qui n'est pas forcément simple, parce que ce ne sont pas forcément des acteurs qui travaillent ensemble. Il a fallu créer une filière, et c'est tout ça qu'on va décortiquer ensemble. Est-ce que vous pourriez déjà revenir en quelques mots sur ce qu'est Circular Chain, de quoi on parle ? Alors, Circular Chain, en 2 mots, c'est un générateur de confiance au service de l'économie circulaire. Donc, c'est une solution qui va renforcer la coopération entre les acteurs et qui va renforcer la confiance dans les matières recyclées. Alors, c'est important, c'est un enjeu extrêmement important. On est le 23 juin. D'ici quelques semaines, on va arriver à ce qu'on appelle l'Overshoot Day. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le terme. C'est le jour du dépassement. C'est le jour de l'année où, collectivement, on aura consommé plus de ressources que la planète est capable de produire en 1 an. Donc après cette date, on vit à crédit, on vit sur des stocks qui ne sont plus renouvelables. Et on sait que depuis une 50aine d'années, depuis les années 70, on épuise de façon extrêmement accélérée ces stocks. Et malheureusement, la tendance va dans le mauvais sens. Donc il est important de pouvoir passer d'une économie actuellement linéaire, basée sur le fameux triptyque tech, mec, waste, donc je prends, je transforme, je jette, à une économie respectueuse des ressources, économe en ressources, et qui puisse faire qu'une ressource puisse être réutilisée à l'infini. Alors le principe de Crystal Chain, c'est assez simple, de Circular Chain est assez simple. C'est tout simplement de dire, pour que la matière recyclée, les matières issues de l'économie circulaire soient fortement utilisées, il faut leur donner de la valeur, il faut donner de la confiance. Et il faut répondre à une triple attente. D'une part, celle des consommateurs, qui sont de plus en plus conscients des enjeux environnementaux, qui sont de plus en plus demandeurs aussi de produits respectueux de l'environnement et que par leur acte d'achat ont un pouvoir d'action et qui ont parfois une défiance et parfois des questions par rapport à la jungle, je dirais, des injonctions marketing. La deuxième attente, c'est bien sûr celle des marques et des industriels qui doivent bien sûr répondre aux besoins des consommateurs, mais qui doivent également répondre à des contraintes économiques. Et bien souvent, les matières recyclées sont plus chères à produire qu'une matière extraite, qui doit aussi répondre à des cahiers des charges sanitaires. C'est extrêmement important, bien sûr, de mettre sur le marché des produits sûrs. Et donc, ont besoin, je dirais, de réassurance sur ces matières recyclées. Et puis, la troisième attente, elle est plus sociétale, c'est vous, c'est moi, c'est toute la société qui a un degré d'exigence beaucoup plus élevé, une demande de transparence beaucoup plus forte, qui se traduit par plus de réglementation lorsqu'on parle des services de l'État, qui se traduit par des nouveaux labels. Et donc, Circular Chain a pour objectif d'anticiper cette demande. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? En fait, pour qu'un déchet devienne une nouvelle ressource, ou ce qu'on appelle une matière première secondaire ou un nouveau produit, elle suit un cycle de transformation en différentes étapes. Chaque étape, en fait, va être mémorisée dans une transaction, et Circular Chain va relier toutes ces transactions. Et ces transactions vont être mémorisées dans une base de données distribuée, c'est là l'originalité. Et c'est quoi une base de données distribuée ? En fait, c'est un réseau d'acteurs, ou on pourrait appeler ça un réseau de nœuds, où chaque nœud a une copie de l'ensemble des transactions. Et les acteurs se mettent d'accord pour valider ensemble la validité d'une nouvelle transaction. Donc en faisant ça,
on rend une transaction très sûre, quasiment ou voire infalsifiable, et on parle même de notarisation de l'information, c'est-à-dire qu'elle a quasiment, on compare à l'acte notarié sur une donnée, et vous voyez qu'en faisant ça, on renforce aussi la coopération. Alors, comme vous le disiez, Hélène, le premier cas d'usage sur lequel on a expérimenté cette technologie et ces bases de données distribuées, c'est effectivement dans le domaine agricole, au croisement des deux métiers de Suez que sont l'eau et les déchets, et c'est pour valoriser en fait la matière organique qui est contenue dans les eaux usées en fait. Et cette matière organique, c'est autant de nutriments qui permettent de faire grandir des plantes et de faire, je dirais, très utile en agriculture. Donc effectivement, on a lancé cette expérimentation avec la métropole de Nantes. Et puis après, chemin faisant, on a eu plusieurs étapes, mais on aura peut-être l'occasion de les partager ensemble au cours de cette séance. Oui, merci pour ce panorama général qu'on va effectivement creuser. Donc pour passer un peu du concept à la réalité, vous avez, j'imagine, vous êtes posé la question de quelles allaient être les parties prenantes de cette blockchain. Et ma question, c'est est-ce que vous avez cartographié ces parties prenantes ? Est-ce qu'il y en a à qui est-ce qu'il y a des parties prenantes auxquelles vous n'avez pas pensé et qui sont arrivées après ? Comment ? Quand on en a discuté, vous m'aviez dit oui, on a eu une première expérimentation qui marche bien, mais ça a été vraiment une expérimentation. On a co-construit en fait ce service avec cet écosystème. J'aimerais bien revenir un petit peu sur ce travail-là qui me paraît nécessaire, d'autant plus quand on travaille sur une blockchain qui est distribuée et qui finalement vient activer des parties prenantes autour de la question centrale de la confiance. Alors, je pense que pour répondre à votre question, il faut que j'explique un peu quel est l'écosystème, justement, dont on parle. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question de ce que devenaient les ovales, les eaux usées lorsqu'elles quittaient votre bâtiment. J'avoue, non. Mais voilà, donc on va essayer d'y répondre simplement. Donc, elles sont transportées jusqu'à une usine qu'on appelle une station d'épuration. Donc, le gestionnaire de cette station d'épuration va appliquer un certain nombre de traitements biologiques, bactériologiques. Et il y a 2 coproduits qui vont sortir de la station d'épuration. Le premier, c'est de l'eau saine qui retourne dans l'environnement. Et puis le deuxième, c'est ce qu'on appelle des boues. Une fois que c'est séché, ça ressemble à de la terre et ça comprend énormément de nutriments, du phosphore, du potassium, du calcium, du carbone. Et ces boues vont être transportées donc, par des transporteurs qui vont les amener sur des plateformes. Il y a un gestionnaire de plateforme qui va piloter l'arrivage, qui va également piloter la transformation de ces boues, qui va piloter aussi ce qu'on appelle l'hygiénisation de ces boues, c'est-à-dire les rendre sécurisées, souvent avec un processus de cholage en rajoutant de la chaux. Et régulièrement, un laboratoire d'analyse va prélever des échantillons de la boue pour s'assurer de la bonne conformité de ces boues et puis de la maturité des boues. Lorsque les boues sont prêtes, entre guillemets, on fait appel à un ETA, ou ce qu'on appelle une entreprise de travaux agricoles, donc c'est une entreprise spécialisée qui va transporter ces boues à l'entrée des champs et qui va l'épandre sur demande de l'agriculteur dans un champ et surtout en respectant un plan d'épandage qui a été acté avec l'État, donc avec les services de l'État, avec les agriculteurs et puis également avec la collectivité qui est un autre acteur qui quelque part supervise en fait ce processus, puisque la collectivité est en fait propriétaire en quelque sorte des eaux usées. Et puis une autre partie prenante, bien sûr, c'est aussi les citoyens qui peuvent aussi avoir des questions. C'est une information publique sur les épandages, sur ce que deviennent ce processus. Donc, voyez, au travers de cette petite histoire courte, on a pu identifier une dizaine d'acteurs. Alors, la question de la cartographie a été effectivement primordiale dès le début. En revanche, il était compliqué au départ d'embarquer tous les acteurs en même temps et au même instant. Typiquement, les agriculteurs qui sont une partie prenante extrêmement importante, lorsque vous avez juste des slides, c'est quand même compliqué d'aller voir en disant participer à des réunions, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé par cercle concentrique.
on a défini ce qu'on a appelé chez nous un MVE, un Minimum Viable Ecosystem, qui est en fait l'écosystème minimum pour tester le concept. Donc on l'a construit avec les transporteurs, les ETA, les laboratoires, les plateformes de traitement pour reconstituer la chaîne, travailler effectivement sur le design, sur ce qu'on attendait comme résultat final, travailler aussi sur des questions assez simples de vocabulaire, d'échange de données, etc. Et donc à partir de ces MVE, on a pu faire un MVP et aller concrètement sur le terrain. Et à partir de là, on a pu embarquer le deuxième cercle, qui était les agriculteurs, sur lequel on a réfléchi avec eux sur quels usages de cette information voulaient-ils faire. Et donc on est arrivé avec des systèmes cartographiques qui permettent en un clic de visualiser parcelle par parcelle la valeur nutritive apportée. On a travaillé avec la collectivité et donc on est allé progressivement pour embarquer plus largement, même si dès le début effectivement on avait fait une cartographie, mais il nous paraissait compliqué d'embarquer tout le monde dès l'étape 1. J'aime beaucoup l'idée de minimum viable ecosystem. En tout cas, je pense que c'est des choses qu'on peut tout à fait imaginer dans d'autres secteurs. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, là, l'usager... En fait, il n'y a pas tellement d'usager final, mais peut-être l'usager final, c'est l'agriculteur, mais ce n'est pas forcément lui qu'on embarque en premier, parce qu'il y a tout un tas d'autres parties prenantes peut-être à coordonner pour avoir une preuve avant d'aller voir le consommateur final. Quel est est-ce que ça repose sur un modèle économique? Comment vous avez fait en sorte de construire ce modèle économique? Est-ce que vous aviez déjà une idée de comment tout ça allait être pérenne économiquement? Est-ce que vous êtes encore en test sur le modèle économique, ou est-ce que vous avez trouvé quelque chose, sans forcément rentrer dans le détail du détail, mais cette question du modèle économique est intéressante parce que on peut avoir effectivement une idée d'embarquer beaucoup de parties prenantes, mais derrière, comment finalement chacun y trouve son compte, et comment vous faites en sorte que de pérenniser le projet que vous avez mis en œuvre? Alors effectivement, encore une fois, ça a été une démarche de maturation itérative. L'enjeu au départ, en fait, était vraiment l'économie circulaire. En fait, le sujet de l'économie circulaire, c'est d'abord un sujet économique. La matière recyclée, généralement, coûte plus cher que la matière vierge. Donc, comment craquer le sujet pour que demain, il y ait de plus en plus de recyclés et que le recyclé devienne la norme et non plus l'exception. Donc, c'était vraiment la question. Donc, ça passe aussi, bien sûr, par la valorisation de la matière, ça passe par la coopération. Et puis, dans notre travail de veille technologique, comme chacun fait, on s'apercevait que finalement la blockchain sortait de l'usage des crypto-monnaies, du bitcoin, etc., qui n'est pas tout à fait notre sujet chez Suez, pour aller vers des sujets beaucoup plus industriels et qui mettaient comme valeur la coopération et la confiance. Donc voilà, donc de là, c'est dire comment on relie les deux histoires, est-ce qu'elles sont reliables? Donc le premier sujet, c'était est-ce que ça marche, est-ce que c'est une bonne idée, et d'où le fait d'expérimenter. On l'a fait sur le cas des bouts de steppe. Alors c'était des longues discussions chez nous pour savoir si c'est le bon cas d'usage. C'est un cas d'usage qu'on aime beaucoup parce que c'est au croisement de nos deux métiers, ça apporte une valeur environnementale extrêmement forte, on pourra y revenir. En même temps, c'est pas le plus sexy, les bouts de steppe, voilà, les eaux usées, voilà. Et puis c'est pas le plus simple dans la mesure où c'est quand même un métier qui est très faiblement digitalisé et on est en train de dire qu'on va mettre la dernière technologie de rupture. Donc voilà. Et en même temps, on se dit voilà, si on réussit sur les bouts de steppe, ça veut dire que les autres cas d'usage, torture test. Voilà. Donc on s'est mis quelque part en risque ou en difficulté. On a été extrêmement surpris des bénéfices et des succès assez rapides. Donc effectivement, on a confirmé le projet, on en a fait un produit et on en a fait une solution commerciale qui est aujourd'hui distribuée et proposée systématiquement à l'ensemble des collectivités. Et d'ici la fin de l'année, après Nantes, une dizaine de collectivités vont rejoindre les utilisateurs, la communauté des utilisateurs de Circular Chain dans le domaine agricole. Donc c'est les collectivités finalement à qui vous proposez le service. Alors voilà, aujourd'hui, les collectivités, puisqu'en fait elles sont ce qu'on disait propriétaires quelque part et responsables en fait du traitement des eaux usées. Après, il y a d'autres applications dans le domaine industriel, puisque le traitement des eaux industrielles quelque part répond à la même logique. Donc il y a d'autres cibles, mais là effectivement la solution commerciale est d'un point de vue
le client et vraiment les collectivités. Après, on a souhaité accélérer et de dire finalement il faut que la plateforme elle soit générique. Donc ce qu'on a fait, on en a fait une plateforme générique qui est capable d'accueillir tout autre flux de l'économie circulaire et qu'il faut qu'elle soit ouverte. Pourquoi ? Parce que dans notre modèle cible, on pense qu'en fait, pour maximiser l'impact et pour maximiser ce concept de réseau distribué, base de données réseau distribué, donc c'est certainement le modèle, enfin c'est le modèle qu'on promeut chez Suez et qu'on milite. Voilà, même si aujourd'hui on a commencé par une solution commerciale, voilà, je pense que la tendance ira vers des modèles de consortium et donc d'écosystème. Très intéressant cette question finalement de commun qu'on voit arriver quand on parle d'écosystème, de se dire il y a certainement des solutions commerciales à proposer, mais finalement ça va plus loin. Ça va plus loin que l'intérêt, on va dire, spécifique de l'entreprise. Et je trouve que c'est un bon projet pour aussi parler du fait que quand on cherche à mettre en place un modèle économique qui répond à une performance de l'entreprise, au final, ça peut avoir des impacts qu'on pouvait viser dès le départ, mais qui peuvent aussi se révéler. Et du coup, j'avais une question sur quel était, si on se dit que vous avez peut-être cartographié l'impact au début en disant on voudrait agir sur l'impact environnemental, et vous pourriez peut-être revenir sur l'intérêt que ça a pour l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres impacts qui ont découlé du projet où vous dites là, on fait aussi avancer les choses d'un point de vue économique, social ou sociétal ? Alors effectivement, je pense qu'il y a un triple impact par rapport à notre premier cas d'usage. Alors sur la valorisation agronomique des eaux usées, il y a un impact évident qui est l'impact agronomique. C'est 7 millions de tonnes de boue chaque année qui sont épandues en France. C'est 80 000 tonnes d'azote qui retournent au sol. Donc ça veut dire qu'on a évité 80 000 tonnes d'azote artificielle, donc toute la consommation énergétique liée à cette production d'azote artificiel. C'est environ 70 000 tonnes de phosphore, donc on a évité l'extraction d'autant de tonnes phosphore minier. Donc voilà, donc ça a une première vertu et c'est aussi un bénéfice bien sûr agricole pour l'agriculteur. Le deuxième impact, il est environnemental, vous l'avez rappelé, puisqu'on est en boucle courte, puisque c'est les eaux usées de la collectivité qui sont épandues à proximité dans une boucle locale et qui fait intervenir des acteurs locaux. Donc il y a une vertu. Et puis, il y a bien sûr un impact économique qui est le traitement aujourd'hui le plus économique possible de ces bouts de stations d'épuration, les autres traitements étant soit du compost, soit de la méthanisation pour produire de l'énergie, soit parfois dans le cas ultime de l'incinération pour le transformer en chaleur, mais c'est le... Voilà. Sur ce sujet, l'enjeu est de dire c'est un processus extrêmement vertueux pour ces trois raisons. Donc il faut renforcer sa traçabilité et sa sécurisation pour s'assurer qu'il soit pérenne et réponde aux différentes normes. Donc ça a été le premier enjeu. Après, chemin faisant, et suite à la crise que nous avons vécue, on s'aperçoit en fait que ces systèmes de blockchain, de sécurité, sont aussi des formidables systèmes de résilience. On passe avec le Covid, il y a eu énormément d'analyses pour savoir est-ce que le Covid pouvait aller dans les eaux usées. On a même créé, il y a une innovation Suez qui permet de détecter en fait des zones Covid et de propagation de Covid grâce justement détectant la présence de Covid. Et dans le traitement des eaux, donc les traitements ont été adaptés pour rendre les boues saines et assainies et toujours permettre ce retour au sol, mais ce système de traçabilité, finalement, c'est un fabuleux moyen de détection, d'anticipation et de gestion. Voilà, donc il y a un sujet de résilience. Et après, il y a d'autres impacts. Et j'aime beaucoup aimer ce que vous disiez sur les écosystèmes. La vision qu'on porte, c'est qu'en fait, tous les écosystèmes qui se développent demain seront interconnectés. Il y a des spécialistes dans la salle du monde agricole. Bien sûr, cet écosystème, qui est un écosystème plutôt lié au monde de la valorisation, du recyclage, est fortement interconnecté au système agricole. L'un des enjeux, et les enjeux du monde agricole, c'est aussi des enjeux de traçabilité sur toute la chaîne qui va du champ à l'assiette. Et donc, on contribue quelque part à la traçabilité. Donc, forte connexion au monde agricole.
Forte connexion également au monde de l'énergie. Quand les boues deviennent aujourd'hui du biogaz vers un processus de méthanisation, pareil, les énergéticiens ont besoin de prouver quelque part que l'origine du gaz est bien d'origine durable, verte, et donc de remonter plus en amont. Donc il y a une interconnexion de cet écosystème avec les écosystèmes, et je pense qu'on va aller dans la multiplication de ces interconnexions, et donc c'est ça qui est fascinant, me semble-t-il, dans le monde qui se prépare actuellement. Et puis pour essayer de donner corps et de pousser ces initiatives, et surtout qu'elles soient à la fois chez Suez, mais surtout, vous voyez que c'est un enjeu qui dépasse largement la taille d'une entreprise et qui sont à une dimension beaucoup plus grande. Voilà, on s'est associé aussi avec la Fédération française des professionnels de blockchain, l'Institut national de l'économie circulaire, pour réfléchir collectivement sur quels sont les écosystèmes demain pour lesquels la blockchain impactera positivement l'économie circulaire. Voilà. Donc c'est un projet qui ne fait que commencer au final. On n'en est qu'au début. Voilà. Tout à fait. C'est très prometteur. Je propose de passer peut-être à vos questions, si vous en avez. Alors, Aline va faire passer le micro. J'ai vu plusieurs mains se lever. Hop. On désinfecte un petit peu. Gardez-le peut-être en main, ça ne va pas vous aider à nettoyer à chaque fois. Oui. Alors, Bernard. Ok. Spécialiste. Allez. Oui, donc vous avez dit au début que toute la difficulté, c'était de valoriser les bouts d'épuration, parce que finalement, le produit neuf, entre guillemets, coûte moins cher que le produit recyclé. Donc comment est-ce que vous avez réussi, finalement, à faire cette valorisation? Qui est-ce qu'il a fallu convaincre? Quelle valeur vous avez pu donner aux produits que vous avez pu réutiliser? Alors, sur le cas des bouts de stations d'épuration, le processus en fait existait. Hein. C'est pas la blockchain qui magiquement, j'ai envie de dire, fait tout ça. En revanche, c'est une filière qui est constamment, parfois challengée, tout simplement et à juste titre, dans la mesure, on souhaite que ce soit le processus le plus contrôlé possible. Hein. À l'origine, c'est quand même des eaux usées. Il y a de plus en plus de produits qui peuvent être mis. Donc, on est en plein, il y a plein de débats parlementaires actuellement sur le devenir des boues, le répandage, etc. Donc là, c'est quelque part les acteurs de la filière qui sont pris en main du sujet pour pérenniser cette filière. Et il se trouve que sur cet exemple, la valeur économique est déjà quelque part prouvée. L'enjeu était de s'assurer que cette filière existe toujours et soit pérenne dans l'avenir. Pour vous donner un chiffre, si on changeait demain de filière, on augmenterait mécaniquement le prix de l'eau. Donc chaque citoyen paierait plus, d'environ 15 centimes le mètre cube sur un mètre cube, environ de 4 euros, donc c'est assez significatif. Mais comme dans beaucoup de filières, pour que la filière se pérennise, il faut donner plus de confiance, plus de réassurance et pérenniser. Donc ça, c'est sur les bouts de step. Sur les plastiques, le traitement d'un plastique recyclé avec toute la chaîne de collecte, de traitement, et peut coûter plus cher. Et donc là, c'est un sujet sur lequel s'embarquent les marques pour justement valoriser, et c'est un bon signal aussi que beaucoup de marques mettent en avant maintenant des bouteilles 100% recyclées, parce que le coût global du recyclage, c'est plus cher que la matière vierge, mais au coût global de la bouteille, finalement, c'est pas un impact si significatif. Et puis il y a aussi des questions d'acceptabilité. Si on prend des bouteilles de shampoing constituées avec des plastiques de plage, eh ben, elles sont grises, elles ne sont pas blanches. Voilà, donc c'est aussi une question de... Voilà, sauf si on y met un traitement, etc.
Alors bonjour, moi j'aime bien votre projet, mais j'ai quand même des questions qui sont un petit peu peut-être difficiles. Qu'est-ce qui vous garantit que votre projet est comment dire, positif, sachant qu'il y a énormément de transformation des terres et qu'on ne sait pas vraiment ce que ça va donner une fois qu'elles vont être sur l'agriculture, en intégrant aussi le coût énergétique de la blockchain? Est-ce que du coup vous avez fait une ACV globale et qu'est-ce que ça peut donner? Et l'autre question que j'ai, c'est sur la notion de confiance, qui est, moi je trouve que vous parlez beaucoup de confiance sur la blockchain parce que c'est censé donner de la transparence et la traçabilité sur la transaction, mais je pense qu'il y a aussi une confiance simplement dans le produit de base et comment est-ce que les agriculteurs reçoivent ces produits, est-ce que c'est testé, sous quelle manière, et voilà. Alors, je vais répondre. Je suis pas sûr d'avoir compris le tout premier point sur les terres en fait. On sait aujourd'hui que le recyclage, ça a un coût hyper important et c'est de moins en moins quelque chose qui est mis en avant, que ce soit le recyclage pour les matières électroniques. Et je me demandais sur les terres, comment est-ce que c'était calculé, est-ce qu'on avait les mêmes reculs et du coup, enfin. D'accord. Alors, pour répondre à votre question, alors. Dans l'économie circulaire, le premier des grands principes, c'est déjà de limiter les ressources. Donc de faire de l'éco-design pour que ce soit recyclable et de faire du partage de la ressource et le partage des produits. Donc le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc quelque part, une fois qu'on a fait un produit pour s'assurer qu'il soit recyclable ou qu'on puisse rentrer dans l'économie du partage pour éviter de consommer, ce qui est encore mieux, parfois on est quand même obligé de consommer, donc il faut s'assurer que ce produit soit recyclable. Mais avant, là où je vous rejoins, c'est qu'avant de parler de recyclage, il y a aussi un changement de mode de consommation pour consommer moins et réutiliser les produits. Donc ça c'est important. Votre deuxième question, c'était sur la blockchain et l'énergie en fait. Alors là où vous avez tout à fait raison, on s'est posé beaucoup de questions avant de démarrer en disant, et on lit comme vous la presse sur l'impact de la blockchain, notamment du Bitcoin, et puis ça a encore fait la une récemment au travers d'Elon Musk et Tesla. En fait, il y a différents types de blockchain. Ce qu'il faut comprendre, en fait, ce qui est extrêmement énergivore dans le processus du Bitcoin, c'est celle dont on parle le plus, c'est le fameux processus de validation et de consensus. Qui dit quoi? Qui dit que tout participant du nœud, sachant que dans le Bitcoin, c'est des milliers et milliers de personnes, peut valider une transaction via un processus de minage et via un processus de travail intensif. Donc, la validation, sans rentrer trop techniquement, vient sur une mise en compétition mondiale d'un ensemble de mineurs pour valider une transaction. Ce qui produit automatiquement et par définition et par conception une consommation énergétique extrêmement forte. Le processus de consensus qu'on va utiliser dans nos métiers plus industriels, plus B2B, c'est ce qu'on appelle par preuve d'autorité. Donc c'est un nombre très restreint d'acteurs qui engagent leur propre notoriété, autorité, pour valider une transaction. Nombre restreint, on considère que si il y a Suez, l'État, des associations, des agriculteurs, des compétiteurs et 5, 6, 10 acteurs forment un nombre limité d'acteurs capables de valider une transaction et du coup on n'a plus du tout et on ne consomme pas du tout la capacité énergétique. Mais là vous avez raison, c'était une question et on continue d'étudier. Fort heureusement, les chiffres commencent à sortir et notamment l'initiative qu'on a aussi avec la Fédération française de la blockchain, etc., c'est d'éclairer sur quelle implémentation de blockchain est vertueuse contre d'autres implémentations qui le sont moins. Et effectivement, c'est une question qui est fondamentale. J'ai peut-être oublié une troisième. Vous avez un troisième point de mémoire où je sais où je. Bah, alors, non, alors sur le recyclage, alors la question elle est bonne. Sur le recyclage des terres, il y a pas de,
il n'y a pas de doute en fait, il n'y a pas de sujet dans la mesure où c'est local, donc on n'a pas des transports, encore ça se fait, enfin c'est les bouts de la ville qui sont épandus à proximité de la ville. Vous comparez ça, je parlais de l'azote et du phosphore pour ne prendre que du nutriment, je n'ai pas parlé de tous les autres nutriments qui viennent du fin fond de la planète, des mines qui sont dans tous les pays, enfin dans beaucoup de pays africains ou autres. Voilà, donc là vous avez des transports que vous évitez, donc il n'y a pas d'enjeu. La question peut se poser, vous avez raison, sur d'autres filières de recyclage, donc il n'y a pas de réponse absolue, toute filière universelle, mais sur les boules, sur les bouts de steppe, il n'y a pas de... On est dans un cycle extrêmement vertueux et donc l'enjeu est plutôt de faire une traçabilité absolue pour que ce cycle soit pérennisé dans l'avenir en fait. Je sais qu'il y a d'autres questions, mais je m'étais engagée à libérer tout le monde à 10h et on a une dernière séquence sur l'étude. Ce que je propose, c'est si Antoine, vous avez 5 minutes à la fin de ces Avec plaisir. Voilà, de cette conférence, peut-être répondre à quelques questions en pair à pair, comme on dit. Merci beaucoup en tout cas, c'était très intéressant et vu le nombre de questions posées, je pense qu'il y aurait encore fort à dire. Merci beaucoup. Alix Delpont, qui est dans l'équipe du Liberté Living Lab et qui travaille avec Rudy notamment sur l'étude, qui a fait un gros boulot en 2020, va terminer du coup ce premier LLL Live en vous donnant 7 ou 8 takeaways de l'étude, qui sont en fait des constats transversaux qu'on a pu tirer de l'entretien avec la trentaine de dirigeants, investisseurs, chercheurs que j'avais mentionnés et des cas qu'on a analysés. Donc je vais lui laisser la parole. Est-ce que... Oui, c'est bon, ça marche. Vous m'entendez bien. Tout d'abord, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Hélène, oui, si tu pars avec la barrette. L'idée ici est du coup de vous donner un peu les 8 constats transversaux qu'on a collectés au cours de ces interviews, analyses de cas, etc., en guise de conclusion. Quand on veut développer une stratégie de l'impact, c'est un peu complexe quand on se lance et on considère aujourd'hui qu'il y a une véritable nécessité de créer un référentiel commun sur l'impact. Il y a beaucoup d'organismes qui ont créé leurs standards, leurs indicateurs, leurs référentiels, mais le langage commun n'est pas encore uniformisé. C'est ce que cherchent à faire aujourd'hui les travaux de l'Impact Management Project, donc un forum qui va œuvrer pour un consensus sur la façon de définir et mesurer et gérer sa stratégie d'impact. Mais voilà, on est encore aux prémices de ça et il y a une véritable nécessité de créer un langage commun, on le voit bien. Dans un deuxième temps, quand on cherche à développer une stratégie d'impact aujourd'hui, ce qu'on observe quand on interviewe un bon nombre d'acteurs, c'est qu'il est important de positionner l'impact au cœur de la gouvernance. Une stratégie d'impact doit être incarnée et portée au plus haut niveau de l'entreprise. Elle doit être intégrée ou à minima en lien avec le COMEX. Voilà. Elle peut aussi être incarnée par un organe dédié qui va être en charge de la bonne on va dire déclinaison opérationnelle de cette stratégie d'impact. C'est par exemple le cas de la grosse start-up aujourd'hui Insect qui a mis en place en fait directement une stratégie d'impact au sein de l'organisation. Avant d'arriver à la création d'un tel organe, il peut être intéressant de mettre en place des groupes de travail, des chantiers transversaux qui vont connecter en fait les différentes directions de l'entreprise, que ce soit la direction de la stratégie, de l'innovation, de la RSE, etc. Une troisième observation, ou en tout cas constat transversal, c'est que l'actionnariat doit être un acteur moteur de cette transition, mais que c'est encore un acteur qui est un peu oublié. J'explicite, faire un pivot, mettre en place une stratégie d'impact nécessite de nombreux investissements. L'idée, c'est d'accompagner en fait le pivot de stratégie sans mettre en péril l'organisation elle-même. Il faut pouvoir tester, expérimenter, aller chercher de nouveaux modèles et de nouveaux leviers on va dire de performance durable, soutenable. Et du coup, ça passe aussi par l'actionnariat. Pour pouvoir aller chercher du coup ces réinvestissements, il faut pouvoir faire de la pédagogie et sensibiliser les publics actionnaires. Une idée aussi est de dédier un pourcentage annuel qui sera réinvesti dans la transition,
tout cela doit bien évidemment se faire en accord avec le board d'actionnaires. Et puis enfin, on peut, pareil, par la sensibilisation, les discussions, inciter économiquement du coup les partenaires financiers à réinvestir directement dans la transition. Voilà donc le troisième constat. Antoine l'a souligné, l'importance de l'écosystème de valeur aussi quand on cherche à développer une stratégie d'impact. L'idée n'est plus de penser en chaîne de valeur, on va dire, verticale, mais de penser plutôt en écosystème. Il est important que l'entreprise embarque l'ensemble des parties prenantes et développe une approche écosystémique dans le développement de nouvelles solutions ou services. Cette vision et cette approche écosystémique permettra à l'entreprise du coup de co-créer nouvelles solutions, nouveaux services, comme dit, chose qu'elle n'était pas en mesure de faire seule avant, et ça permet également du coup de démultiplier l'impact quand on implique l'ensemble des parties prenantes dans le développement de ces nouvelles solutions. Pour y arriver, plusieurs leviers d'action, du coup, sensibiliser et former sur le plan opérationnel, expérimenter aussi sur des programmes multi-acteurs en impliquant l'ensemble des parties prenantes de son écosystème auquel on pose, qu'ils soient directs ou indirects. On peut tout à fait aller chercher le territoire, les collectivités, des chercheurs, des startups, d'autres entreprises du même secteur ou avec une activité un petit peu similaire. Et enfin, faire l'exercice de développer des business models en pensant écosystème de valeur et plus chaîne de valeur. En cinquième constat, on observe aussi qu'aujourd'hui, il n'existe pas de réelle formation professionnalisante au métier de l'impact. Il y a des chaires qui émergent, certains MOOC, cursus, etc., qui viennent, qui arrivent en fait sur le marché de la formation, mais on n'est pas encore sur pléthore de formations comme il peut y en avoir en comptabilité, management, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir former à tous les niveaux sur l'impact, et du coup, on va plutôt en 3 étapes, on peut donner ça. Donc d'abord proposer des formations professionnelles dans les écoles et les universités, ce qui est la base en fait pour former au métier. Mais au sein de l'organisation de l'entreprise, il est important aussi de continuer cette sensibilisation et cette formation. Donc en diffusant la stratégie et ses déclinaisons opérationnelles au sein de tous les organismes, les organes de l'organisation, de l'entreprise, du coup, disons. Et puis enfin, de proposer des plans de formation opérationnelle pour engager tout son écosystème de valeur. Il faut que cette sensibilisation et cette formation, elle transcende l'entreprise et qu'elle aille toucher tout l'écosystème. En 6e constat, il est important aussi du coup de créer et de disposer de nouveaux KPI, effectuer un pivot stratégique vers plus d'impact remet un peu en cause certains paradigmes classiques, notamment celui de la seule rentabilité à court et moyen terme. On estime ici que quand on cherche à mettre en place une stratégie à impact positif, le seul retour sur investissement financier ou économique n'est plus suffisant pour évaluer de la performance et de la valeur en fait, de l'activité. Des pistes ici pour action. Comment concrètement l'entreprise définit ces nouveaux référentiels, ces nouveaux KPI. L'idée, encore une fois, c'est de mettre en place des groupes de travail multi-acteurs pour pouvoir intégrer vraiment l'ensemble de l'écosystème et l'ensemble des organes de l'entreprise à la réflexion. Et derrière, c'est de tester et ajuster en fait tous ces nouveaux KPI avec bien évidemment du coup une vision sociale, économique et environnementale qui est clairement définie dans ces KPI. 7e et avant-dernier constat, la triple comptabilité qui peut être un bon levier pour piloter l'impact. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais l'un des concepts clés de la triple comptabilité, c'est de prendre en compte en fait l'impact économique et environnemental et social des activités de l'entreprise. C'est d'ajouter en fait ces actifs environnementaux et sociaux au bilan de l'entreprise et de lui permettre de calculer en fait ces 3 impacts et de prendre en compte aussi bien l'impact économique, environnemental et social, et de connecter les 3, de voir aussi peut-être l'évolution du résultat économique
qui se fait parfois au détriment du résultat environnemental ou social, et de bien interconnecter en fait ces 3 actifs au sein du bilan de l'entreprise. Pour pouvoir mettre en place la triple comptabilité et qu'elle soit un levier efficace pour piloter l'impact, il faut certes l'intégrer dès le lancement d'une nouvelle solution, connecter les directions pour pouvoir mettre en place des groupes de travail expérimentaux sur cette triple comptabilité et sa prise en main, et expérimenter d'abord petit, puis incrémenter pour toucher tous les produits et services lignes de l'entreprise. Et enfin, une idée serait d'aller, en tout cas d'assumer la R&D économique et financière dans la dimension expérimentale des projets. On l'a dit à plusieurs reprises ce matin, mettre en place une stratégie à impact, développer une solution à impact positif, c'est beaucoup de tests, c'est beaucoup d'expérimentation. Il faut aussi que cela soit accompagné en fait, de recherche et développement économique et financière au sein de l'entreprise. L'idée étant ici de peut-être s'éloigner des modèles classiques qui parfois font perdre un peu, potentiellement perdre un peu de valeur environnementale ou sociale au développement des solutions et projets, et puis d'aller vers la recherche de nouveaux modèles qui vont au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les fonds ESG, les VC qui sont sectorialisés ou les contrats impacts sociaux, et que l'entreprise elle-même prenne en charge cette recherche et développement économique et financière pour la création de nouveaux modèles à impact sociaux et environnementaux positifs. Vous avez du coup de la même manière ici les pistes pour action. Toujours pareil avec l'importance du multi-acteur, de la recherche-action et puis du test derrière, et puis l'expérimentation avec toutes les cibles, clients, utilisateurs, utilisatrices et ensemble des parties prenantes. C'était les 8 constats transversaux. J'ai essayé d'aller vite, désolée pour le débit un peu rapide, mais au moins vous aurez peut-être le temps de poser vos questions. Voilà, merci beaucoup.